merci pour cette belle présentation du concept de convivialisme, de cette réunion de ces intellectuels qui souhaitent brasser des idées et surtout les partager. Alors moi j'aurais plein de questions à vous poser, mais puisqu'il nous reste 10 minutes, un quart d'heure, je vais plutôt vous laisser la parole. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Ma question en fait est pour M. Flauo, je pense, c'est la bonne prononciation, excusez-moi. En fait, c'est le sujet de tension conjointe qui semble être absolument essentiel pour un être humain d'avoir même la connaissance de sa propre existence de manière subjective, mais aussi de cultiver ses capacités relationnelles dans la société. Donc ma question est, quel est l'âge optimum, les personnes aussi qui sont absolument nécessaires pour un enfant justement de réussir cette étape de sa vie? Est-ce que c'est nécessaire que ce soit ses parents ou est-ce que ça peut être n'importe quelle personne en fait qui... Pardon? Excusez-moi, un fonctionnaire d'État, monsieur me dit ici. Donc, je suis très intéressée en tant que parent. Oui. J'espère que j'ai bien réussi avec mes propres enfants de passer cette étape-là. C'est la première fois que j'ai entendu parler de cette notion. Oui, et donc, je serais très intéressée d'avoir votre réponse. Oui, ça se développe ça apparaît dans la première année de la vie de l'enfant. Et ça lui permet de fonctionner avec des personnes très proches. Mais alors, s'il y a le petit frère, la petite sœur, alors déjà, faire fonctionner correctement le partage qu'implique l'attention conjointe, ça pose des problèmes où les parents sont amenés à intervenir en disant « mais attends, il ne faut pas que tu monopolises ce jouet, il faut chacun son tour, etc. » Puis ça va se poursuivre en fait indéfiniment. Puisqu'à l'école maternelle, ça va être l'instituteur ou l'institutrice qui va dire « ah mais non, il faut partager, il faut qu'on puisse faire ça ensemble. » Donc, en fait, toute la coopération humaine repose évidemment sur cette capacité fondamentale. Et inutile de vous rappeler que les êtres humains sont les animaux qui coopèrent de la manière la plus complexe et large. Même s'il y a une coopération développée chez les chimpanzés, franchement, chez les humains, ça atteint c'est absolument énorme. Et c'est d'ailleurs ce qui a frappé Thomas Zellow. Comment expliquer cette capacité de coopération exceptionnelle chez les humains. Alors, elle se poursuit à travers la vie professionnelle, à travers les âges de la vie, avec toujours une difficulté, on peut dire ontologique, c'est-à-dire, d'ailleurs, Alain l'a souligné à sa manière, exister avec les autres, ça veut dire que je n'occupe pas toute la place. Donc il y a ce côté d'effacement. Confucius dit ça très bien. Confucius dit savoir s'effacer. Savoir s'effacer. C'est-à-dire, c'est pas toujours toi qui occupe le devant de la scène. Bon, alors là, pour les humains, la question de l'hubris, elle est liée à ça, évidemment aussi. Le désir de remplir le monde de sa propre existence, il est, chez les humains, illimité. Alors ça, c'est lié aussi aux capacités de représentation de l'être humain. L'espace mental est un espace sans limite, on peut se représenter le monde, le passé, le futur, etc. Et quelle place j'occupe là-dedans? Mais pourquoi je n'occupe qu'une petite place? Non. Alors on imagine un Dieu qui lui peut occuper toute la place. Alors disons on peut soit dire bon je ne suis pas Dieu, alors évidemment j'occupe qu'une petite place, ou soit dire ah mais Dieu donne-moi quand même une place plus grande. Bon enfin vous voyez toutes ces négociations subjectives. Toujours est-il que ce qu'on observe, c'est que un des problèmes absolument constants dans la vie sociale, professionnelle, etc., c'est qu'il faut coopérer. Parce que rien ne peut marcher si on n'a pas sa place dans un réseau, dans une relation avec d'autres. En même temps, pour avoir sa place, ça veut dire laisser la place aux autres aussi. Donc il y a un conflit qui ne comporte pas de solution totalement optimale.
Ça, c'est la condition humaine. Bon. Une question par rapport au convivialisme. Donc vous avez énuméré les valeurs du convivialisme, mais vous avez au début tenté de les définir par opposition à d'autres valeurs qui seraient celles véhiculées par le capitalisme rentier, si j'ai bien compris. Mais à mon sens, le capitalisme rentier ne véhicule pas de valeurs proprement dites, au sens où il n'éduque pas, enfin il ne donne pas des valeurs qui sont sur le même plan que celles que vous avez citées. Donc en quoi exactement vous opposez-vous, enfin quel est en fait l'anticonvivialisme, quel est le, je dirais, le package de valeurs auquel vous vous opposez et que vous désirez combattre? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de valeur, mais ça tombe bien parce que j'ai vaguement réfléchi à cette question il y a 2 jours, presque Donc ça par un tombe bien. biais un petit peu différent. C'est quoi ce machin? Oui, j'étais invité à réfléchir avec les gens d'aide à toute détresse sur la question du rapport à la misère. Et pour ça, en essayant de réfléchir à ce qui serait intéressant de leur dire, j'ai proposé une caractérisation très sommaire, mais je trouve assez efficace, du néolibéralisme, qui est l'idéologie du capitalisme rentier spéculatif. Et ce néolibéralisme, il repose sur un postulat central qui débouche sur 2 théorèmes, deux conclusions tout à fait aussi intenables que redoutables. Le postulat central, c'est le postulat anthropologique, c'est que les êtres humains doivent être considérés comme des individus séparés, autonomes, mutuellement indifférents, on laisse tomber le mot d'égoïste, et qui ne cherchent à maximiser que leur propre avantage. De ce simple postulat de départ découlent les 2 propositions centrales du néolibéralisme. Première proposition, la société n'existe pas, ou ne devrait pas exister. Margaret Thatcher l'a très bien dit. There is no such thing as society. C'est un mythe, c'est un fantasme, la société n'existe pas. Et là, vous voyez bien l'importance du 2e postulat du convivialisme, le postulat de commune socialité. Ben si, la socialité, ça existe dès le berceau, dès l'enfance. Le rapport social est absolument fondamental. Ça, c'est le premier théorème, en quelque sorte, du néolibéralisme. Et le 2e théorème est très intéressant, parce qu'il n'est pas directement associé à ça. C'est ce qu'on appelle la théorie du ruissellement. Certains parleraient de la théorie du premier de cordée. Mais, enfin, bon. Théorie du ruissellement, c'est-à-dire l'idée que, on ne sait pas très bien pourquoi, l'idée que plus les riches sont riches, et mieux c'est pour tout le monde. C'est ça le 2e théorème fondamental du néolibéralisme. Plus les riches sont riches, et mieux c'est pour tout le monde. Alors, ce qui est intéressant dans cette théorie du ruissellement, c'est que ce n'est pas une théorie. C'est-à-dire qu'aucun théoricien ne l'a jamais véritablement énoncé tel quel ou défendu. D'abord parce qu'elle est absolument indéfendable. C'est évident que ça ne peut pas marcher comme ça. À certains égards, celui qui en serait le plus proche et celui qui en serait peut-être le plus opposé par ailleurs, c'est John Rawls, le grand philosophe de la fin du XXe siècle, lorsqu'il défend ce qu'il appelle le principe de différence, c'est-à-dire l'idée que les inégalités ne sont justes que si elles profitent aux plus démunis. Vous voyez bien les glissements. Ne sont justes que si elles profitent aux plus démunis. On pourrait dire elles sont justes si elles profitent aux plus démunis. Et puis le néolibéralisme fait un glissement supplémentaire. Elles sont justes parce qu'elles profitent aux plus démunis. On ne sait pas très bien comment ni par quelle opération. Voilà. C'est ça quand même le point fondamental du néolibéralisme. Et la conclusion à laquelle on arrivait dans cette réunion avec les gens d'aide à toute détresse, qui font un travail absolument admirable depuis 50 ans à l'échelle mondiale, c'est qu'en fait, nous aurions besoin, mais c'est un thème de discussion que je voudrais bien proposer au convivialisme, parce que c'est un peu une intuition pour l'instant, nous aurions besoin de partir de la théorie inverse, ou de la pseudo-théorie inverse, et de dire que, admettons qu'il y ait du ruissellement, qu'il y ait de la richesse qui tombe comme une manne, comme une pluie, etc. Pour que cette richesse qui tombe puisse avoir un effet bénéfique quelconque, encore faut-il que le sol soit préparé à la recevoir. Et le sol, c'est quoi? C'est la société, c'est le rapport social. Il faut donc préparer le sol avant même de pouvoir parler de ruissellement. Et ça implique de partir de la base plutôt que du sommet. Ça implique de partir du point de vue des plus démunis. Le problème de Rawls, c'est qu'il ne sait jamais qui sont les plus démunis. Est-ce qu'ils sont 1%, 2%, 5%, 20%? On n'en sait rien. Du coup, ça reste extraordinairement vague et indéterminé. Alors, je ne vais pas entrer dans la discussion justement sur la misère, etc. Mais il me semble qu'il faudrait partir du postulat inverse du néolibéralisme et dire ce qui est absolument
Pas commencer à dire sont justes ces inégalités qui profitent aux plus pauvres, mais considérer à dire que est radicalement non juste la situation de misère. Voilà. Et que donc les sociétés humaines doivent d'abord commencer par éradiquer la misère. Ça leur est absolument vital pour différentes raisons. Après, il faut le montrer, il faudrait avoir les médiations. Voilà. Et à partir de ce moment-là, éradiquant la misère, bâtissant un monde proprement humain, à ce moment-là, on peut commencer à parler des différences de richesse contre lesquelles moi j'ai rien personnellement, je ne suis pas un égalitariste, etc. Mais ça vient en second et pas en premier. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je voudrais juste revenir un peu sur le transhumanisme dont on a parlé tout à l'heure, parce que rectifier juste quelques contre-vérités, parce qu'en fait, vous avez essentiellement taillé un costume 3 pièces au transhumanisme. Je voudrais juste rectifier quelque chose, quelques petits points. D'ailleurs, le premier point, le transhumanisme, en fait, est un mouvement intellectuel qui s'intéresse, qui est exactement dans la lignée de l'humanisme, c'est-à-dire qui s'intéresse en fait à challenger, à questionner les limitations de la condition humaine. Donc, en ce sens, la médecine, par exemple, est par nature transhumaniste, dans le sens où elle cherche à repousser les limites de la condition humaine. Donc elle n'a pas non plus pour vocation, par exemple, vous avez dit que le transhumanisme, ça convenait très bien d'avoir une société à 2 vitesses, c'est pas vrai du tout. Enfin, si vous questionnez le transhumanisme, ils ne sont absolument pas d'accord avec vous. Et enfin, le transhumanisme ne promet pas la vie éternelle du tout. En fait, c'est simplement un mouvement qui cherche à poser un débat sur l'origine des conditions humaines, à lutter contre, je dirais, l'empirisme et l'obscurantisme. Donc, dans ce sens, il s'inspire beaucoup du mouvement des Lumières. Donc, c'est très difficile de dire qu'en fait, d'essayer de montrer une espèce de résistance contre l'esprit des Lumières. Mais voilà, il cherche à poser un débat avec... Alors, il se distingue un petit peu de l'humanisme dans le sens où il anticipe aussi sur les évolutions technologiques avec un certain enthousiasme. Et c'est assez difficile, en fait, de comprendre en quoi on pourrait résister, par exemple, à l'attrait des nouvelles techniques médicales, de régénération cellulaire, d'éradication des maladies génétiques, avec des outils comme CRISPR-Cas9, dont on parle beaucoup en ce moment et qui est aussi au cœur des sujets de la bioéthique. Mais c'est un petit peu difficile de comprendre en quoi il faudrait, de manière évidente, s'opposer au débat qui est posé par le transhumanisme. Et c'est un petit peu dommage, je trouve, qu'en France, on commence par discuter de ces courants de pensée qui sont importés de manière immédiatement négative. C'est-à-dire en disant que finalement, c'est pas moral que l'homme cherche à dépasser sa condition. Or, on est bien content lorsqu'il y a des transplants possibles, lorsqu'il y a des miracles médicaux qui sont, on est quand même bien content de les vivre. Donc voilà, c'était juste pour réagir en fait au débat de tout à l'heure. J'attendais mon heure pour me venger. Tapis. En toute amitié. Alors c'est sur cette question qu'on va se quitter, donc je donne la parole à Jean-Michel Beignet pour répondre, et on me fait signe, le régisseur de la mairie me fait signe que nous allons ensuite quitter la salle malheureusement, donc vous pourrez prendre une consommation à la sortie, tranquillement bien sûr, mais voilà, je donne la parole à Jean-Michel Beignet. Non, je ne vais pas répondre parce que d'abord ce serait trop long, et je sais bien que les courants français du transhumanisme sont très en marge par rapport au courant dominant californien. Il n'y a aucune comparaison possible entre l'association française du transhumanisme, dont vous êtes un représentant là, Non, pas du tout. Et puis les affirmations de Kurzweil. C'est vrai qu'en France, il y a une association qui pense que le transhumanisme est profondément égalitariste, que les sciences et les techniques vont pouvoir s'offrir au grand nombre dans un avenir proche, et donc il faut encourager effectivement toutes les innovations, parce qu'elles servent la cause de la longévité à laquelle tout le monde tient, et en même temps de l'égalité. J'ai souvent des discussions avec Marc Roux, qui est le président de cette association, et je lui dis, mais arrête de te désigner comme transhumaniste, tu es hyperhumaniste, et c'est très bien qu'il y ait des hyperhumanistes. Comment est-ce que je pourrais aller à l'encontre? Mais le transhumanisme, quand même, minimalement, il vise à une transition, et une transition, encore une fois, je le soutiens,
qui n'est pas favorable à l'humanité telle que je me la représente en tout cas. Bon, merci beaucoup d'être venu partager ces réflexions avec nous et d'avoir participé aux États généraux de la bioéthique pour ceux qui ont participé à différents débats. J'espère qu'on pourra se retrouver à la rentrée pour notre université populaire de la bioéthique ici même à la mairie du 4e. Et d'ici là, je vous invite à prendre une consommation à la sortie tranquillement. Voilà. Bonne soirée.